Oui, bonjour. On a le plaisir de pouvoir faire un petit entretien sur. On a l'avantage d'avoir nos partenaires sociaux de la Tunisie qui, comme vous le savez bien, ont reçu le prix Nobel 2015 le prix Nobel de la paix. Et on voudrait approfondir avec eux un sujet qui nous tient au cœur, au VIT, d'une façon particulière, justement d'expériences qui sont dans les domaines de la gouvernance en Tunisie, et quelles seront les leçons qu'on pourrait bien sûr apprendre de cette expérience, parce que je crois que c'était du fait, ce qui a donné lieu à un prix Nobel, ça a une rélevance qui est extrêmement importante. Donc la première question que je me propose un peu lancer, c'est justement c'est ça. C'est quelle est la leçon? Comment on est arrivé, comment vous êtes arrivé à cette expérience de dialogue? J'imagine qu'il y a toute une perspective historique qui est derrière, qui a permis, pas seulement d'avoir le prix Nobel, mais le plus important, avoir la paix sociale dans un pays qui était dans un moment de crise et une situation bouleversante. Donc, en bon élève des Tunisiens, le dialogue social a débuté depuis le début des années 70, précisément en 1973, avec l'élaboration de la convention cadre qui a stimulé les partenaires sociaux à négocier, et jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à 54 conventions collectives sectorielles qui couvrent pratiquement la totalité, presque la totalité des secteurs d'activité dans le secteur privé. Et en 2015, on vient de signer une convention, la convention cadre dans le secteur agricole. Donc c'est ce que fait que les partenaires sociaux ont appris à négocier, ça fait plus d'un demi-siècle. Voilà, moi je crois que aujourd'hui la gouvernance du dialogue social, un peu le rôle qu'ont joué les partenaires sociaux, comme vous l'avez si bien dit, il a une origine historique, et c'est un peu la conscience des deux partenaires sociaux dans l'action nationale qui a été juste après la Deuxième Guerre mondiale et dans la lutte pour l'indépendance de notre pays, la Tunisie, et qui depuis 1946 et 1947 joue ce rôle-là. Également, ils ont contribué même à l'élaboration d'une constitution en tant que participants à l'élaboration de la constitution de 1959, depuis 1956, puis à tout ce processus de dialogue social, le code du travail en 1966, puis les conventions collectives, et puis les négociations collectives qui sont triennales en Tunisie, reprise depuis 1990. Mais également, après la Révolution, cette prise de conscience était là, était toujours au rendez-vous, et les deux partenaires sociaux se sont réunis encore une fois pour veiller sur la situation sociale, économique, politique dans notre pays et sécuritaire, et justement pour veiller à ces crises. Et on a vu que ce dialogue social a été un peu à l'origine d'un dialogue national qui a pris en charge un peu cette crise politique qu'a connue notre pays en 2012 jusqu'en 2012-2013, et qui a été le démantèlement de la crise a été pris en charge par le quartet, dont les deux principaux, à mon avis du moins, les deux principaux composantes sont les deux organisations nationales, à savoir l'initiateur qui est l'UJTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, de ce dialogue national, accompagné très vite par l'UTICA, et les deux autres organisations pas moins importantes qui sont les avocats et la Ligue des droits de l'homme. À eux quatre, on pu faire sortir la Tunisie d'une crise qui a mis en place d'abord la paix politique, la paix sociétale, mais également aussi la paix sociale à travers la signature entre les deux partenaires sociaux et le gouvernement du contrat social que nous avons signé en 2013 et que nous sommes aujourd'hui en charge de sa mise en œuvre, qui est la partie assez délicate. Cette mise en œuvre, bien sûr, notre partenaire privilégié qui est le BIT, qui est considéré comme une quatrième partie que nous voulons participer et intégrer en tant que partie prenante de ce processus, parce qu'il est vrai qu'il a accompagné depuis le début et ça a été un de ses défis
lui-même, le BIT, le directeur général a évoqué plusieurs fois que le contrat social tunisien était un des défis, bien sûr, et une des réussites également du BIT. Voilà un peu aujourd'hui l'historique un peu de cette situation. Donc, en fait, je vais continuer. Je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit mes camarades, mais sur le dialogue social, on avait un dialogue social avant la Révolution, mais après la Révolution, il y avait un déclic. Il fallait changer de modèle de développement, il fallait changer de modèle de relation entre les partenaires sociaux, et donc on s'est mis d'accord avec nos amis de l'UTICA à concrétiser cette idée-là, qui est assez simple, à partir du contrat social. Comme vous le savez, donc le contrat social, c'était, donc il y a 4 thèmes, si je peux dire: croissance économique, développement régional. Donc croissance économique, parce qu'on s'entend que le pays, donc on a des problèmes. Le développement régional, parce qu'il y a un déséquilibre dans les régions en Tunisie. Donc il y a les régions côtières et les régions intérieures frontalières avec l'Algérie ou avec la Libye. Donc si je peux dire, par exemple, dans certaines régions de l'intérieur, il y avait 37% de taux de chômage, dans des régions côtières, 9%, 6%. Donc il y a vraiment donc, une inégalité assez importante. Et donc on s'est mis d'accord de résoudre ce problème-là, ou de mettre la base pour réfléchir comment résoudre ce problème-là. Et donc le troisième thème, c'est relation de travail et travail décent. Vous pouvez le constater avec nos amis, le travail décent, donc c'est important pour nous et pour eux. Et puis donc emploi et formation professionnelle, et donc réfléchir sur l'emploi, et puis donc socle social. Je voudrais revenir sur l'emploi et formation professionnelle. Et donc il y a eu dernièrement, donc il y a eu l'année dernière, donc cette année en fait, une conférence nationale sur l'emploi, où nous avons vu M. Guy Ryder assister à cette conférence avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Donc nous avons signé une convention, une déclaration UJTT, UTICA et gouvernement sur l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, les jeunes diplômés. Et donc c'est une nécessité en fait pour nous, vu la situation en fait en Tunisie. Donc c'est une nécessité, et je comprends en fait que les partenaires sociaux qui sont les premiers à commencer ce dialogue-là. Et lorsqu'il y a eu les assassinats des hommes politiques comme Jebeli Jelaïd et Mohamed Brahmi, donc nous, comme une grande organisation Tunisie ancienne, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc nous avons pris en charge de défendre notre pays. Et donc nous avons décrété une grève lorsqu'il y a eu l'assassinat de Jebeli Jelaïd, une grève lorsqu'il y a eu l'assassinat de Mohamed Brahmi, pour défendre le pays, dire que nous sommes contre les assassinats politiques, nous sommes contre le terrorisme, et donc il faut unifier la Tunisie, donc une composante de la société tunisienne, pour donc donner une autre image de la Tunisie. Et c'est ça, donc on a commencé par le dialogue national. Donc, on a réuni plus ou moins tout le monde. On n'a pas réussi totalement la première fois, comme l'a dit Philippe, et donc la deuxième fois, donc on a réussi, et donc on s'est mis d'accord sur une feuille de route pour faire pour arriver aux élections législatives et aux élections présidentielles, ce qu'on a réussi. Mais ça reste toujours que la situation économique est assez fragile, comme je le dis tout à l'heure, avec la situation de Libye. Et donc, en fait, donc, on essaye maintenant, avec nos partenaires, donc, de réfléchir. Donc, nous sommes dans une phase de gouvernement d'unité nationale, et donc sur comment la relance de l'économie tunisienne. Et donc, une proposition du gouvernement, c'est de faire une conférence nationale sur l'investissement. On va contribuer donc, à cette conférence-là, comment maintenant, et j'espère que donc, nous serons toujours de façon tripartite à réfléchir, c'est comment ramener les investisseurs en Tunisie, et notamment dans les régions intérieures. Et donc, si je peux dire, ces contraintes nous obligent donc à s'unifier, à réfléchir ensemble et à donner des réflexions pour réussir le pays. Bien sûr. Voilà, alors justement, je voudrais revenir sur cette conférence et dire autre chose, c'est que aujourd'hui, notre appel aux investisseurs étrangers, nous avons un dialogue social en Tunisie. Quand il y a un dialogue, quand il y a une plateforme, toutes les difficultés qui peuvent exister au niveau des relations de travail sont surmontables, et donc les difficultés actuelles, les difficultés éventuellement futures sont toujours surmontables par le dialogue social. Le dialogue social est aujourd'hui en Tunisie, nous le considérons comme un garant de la stabilité sociale, sociétale et même sociale au niveau des relations du travail.
Et donc, le dialogue social est une garantie pour faire cet appel aujourd'hui aux investisseurs étrangers, au moins sur cette partie sociale. Sur ces bases-là, c'est-à-dire vous avez appris, vous avez tiré des leçons, ça c'est vraiment important. Vous le savez bien, les VIT travaillent à ce moment-là sur l'initiative du futur du travail. De votre point de vue, avec l'expérience que vous avez, quels seront les éléments clés à considérer dans l'avenir, dans la coopération sud-sud, mais aussi dans toutes les coopérations pour d'autres pays, en se basant sur l'expérience tunisienne? Quels sont les éléments clés qu'on doit considérer quand on doit bâtir une expérience de gouvernance dans une situation de crise, surtout dans une crise sociale qu'on est en train tous de vivre? Difficile, hein, quand même. Pour ce qui est de l'avenir du travail, il y a la notion du secteur informel, surtout du secteur informel, qu'on doit chercher à éradiquer. C'est un grand défi pour tous les pays, maintenant pour tous les pays. Ça peut être un élément de coopération sud-sud avec nos voisins, que ce soit nos voisins algériens, nos voisins libyens, voilà, parce que le secteur informel se nourrit surtout de la contrebande en Tunisie. Donc on doit faire en sorte à éradiquer cette contrebande pour mettre fin au secteur informel et revenir au travail décent. Si vous voulez. Je vais bien. Alors, justement, ce dialogue sud-sud aujourd'hui et aussi ce dialogue nord-sud, on ne peut pas les séparer les uns des autres. Comme vous dites, il y a des défis, il y a une crise. Cette crise a des aspects, certes, personnels à chaque pays, individuels à chaque pays, mais il y a des aspects qui sont communs. Nous vivons tous, si en même temps nous vivons une crise, c'est qu'il y a un aspect commun à cette crise et nous devons justement aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, voir un peu l'environnement et déterminer quels sont les domaines que nous pouvons traiter à travers le dialogue social, traiter sur un plan régional ou un plan sous-régional, voire aller juste à un plan horizontal général. C'est déterminer donc cet environnement, ces problèmes, les traiter en fonction des situations. Le dialogue social d'un pays à l'autre dans le cadre de la coopération sud ne peut pas empiéter ou ne peut pas donner, intervenir au niveau ou s'ingérer, si on veut plutôt, les résultats d'un pays dans un autre pays. Non, c'est à chaque pays de voir quels sont, en fonction des expériences, les éléments, comment on a résolu ce problème dans ce pays. Et également, nous avons aujourd'hui, par exemple au Maghreb, nous avons un besoin de mobilité au niveau de nos travailleurs. Et pour cela, nous devons avoir un minimum d'harmonie entre nos législations, entre nos environnements et entre notre dialogue social. Ça, c'est pour la Sud-Sud. Pour la coopération Nord-Sud, il est vrai qu'au niveau du dialogue social, nous devons prendre les expériences, tenir compte plutôt des expériences des pays du Nord qui nous ont devancé de quelques décennies maintenant au niveau de certains modèles, et savoir les adapter. Et le travail le plus important, ce n'est pas la prise en compte de ces modèles, mais l'adaptation de ces modèles en fonction de nos cultures, de notre background, de notre historique, et c'est de tirer les meilleures choses. Mais il n'y a pas de coopération nord-sud si nous ne sommes pas tous, nous ne considérons pas tous que la société internationale aujourd'hui connaît les mêmes problèmes, les mêmes défis. Nous ne pouvons pas séparer les problèmes des uns par rapport aux autres. S'il y a aujourd'hui du terrorisme, le terrorisme dans le monde, nous en souffrons tous. Nous ne pouvons pas traiter un acte terroriste et sanctionner un pays par rapport à un acte terroriste et ne pas le sanctionner par rapport à notre pays au niveau du Nord. Nous avons souffert en Tunisie les dernières années que ces actes terroristes qui sont en eux-mêmes une grande difficulté pour nous d'être encore plus sanctionnés sur le plan de la géopolitique et que nous avons été classés comme des zones rouges où les pays n'autorisaient plus à leurs ressortissants de venir en Tunisie et nous avons connu une baisse du tourisme. Vous savez que le tourisme en Tunisie est un secteur très important. Ne sanctionnons pas les pays qui payent déjà la facture
du développement, la facture de la démocratie, la facture aujourd'hui du côté négatif de cette mondialisation, nous ne devons pas la payer plus que d'autres. Au contraire, nous devons s'unir pour justement supporter ces méfaits que le monde entier connaît. C'est une question assez difficile, je sais, ne le cache je pas. sais. Et comme je viens de dire tout à l'heure, en fait, hier nous avons assisté à plusieurs conférences sur le développement, coopération, Sud-Sud, Sud-Nord, les modèles de développement. Et donc, en fait, j'étais plus ou moins mal à l'aise, si je peux dire. Donc, en fait, mal à l'aise dans le sens qu'on a oublié tous les droits socio-économiques des travailleurs, on a oublié les droits de l'homme, on a oublié l'égalité homme-femme, on a oublié le problème d'insécurité dans le monde qui règne, et notamment avec le terrorisme. Donc aujourd'hui, j'espère que nous avons un peu changé de point de vue. Mais la question maintenant, le futur du travail, donc il faut d'abord réfléchir sur le modèle de développement, sur le développement que l'humanité, si je peux dire, aimerait bien décréter ce modèle. Puis, la même chose, le modèle de coopération. Donc, deux choses. Et puis, on va revenir au travail. Donc, le travail maintenant, en fait, dans le pays nordique, le pays du Nord, en fait, ou les pays développés, parle du futur du travail. Nous sommes dans le stade de travail décent. Donc, voilà le problème. En fait, dans le Sud, donc c'est le problème de travail décent. Donc, il faut d'abord terminer le problème du travail décent, puis revenir au problème du futur du travail. Néanmoins, d'abord, il faut se mettre d'accord que les notions universelles doivent être pour tout le monde. J'ai entendu tout à l'heure, beaucoup de monde, on ne peut pas calquer tel modèle sur tel modèle, sur tel pays ou tel pays. Donc il faut se dire que tout le monde, chaque humain, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle île, dans n'importe quel... Donc ses besoins fondamentaux, la santé pour tous, l'enseignement de qualité, et on espère que ce soit... donc qualité pour tous, pour qu'ils puissent accéder à tous les postes, pour qu'ils puissent accéder à tous les postes de travail, si je peux dire, des choses, qu'il a le droit de s'exprimer, que homme-femme, donc voilà les notions plus ou moins assez simples que tout le monde peut se mettre d'accord. Puis donc les spécificités, oui, mais les spécificités, ça ne doit pas être sur le dos des travailleurs. Donc est-ce qu'on peut dire par exemple, lorsqu'on parle de développement coopération, il faut parler de la même chose du marché du travail. Et le marché du travail, par exemple, l'une des choses de base, c'est le travail décent. Le travail décent. Est-ce que nous avons terminé pour dire que tous les travailleurs dans le monde ont une protection sociale? Non, on n'a pas terminé jusqu'à maintenant cette question-là. Il faut répondre à cette question-là. Comment la communauté internationale doit pousser à l'avant pour que n'importe quel humain qui travaille, et j'insiste beaucoup sur l'humain, homme ou femme, et la même égalité de salaire, même chance et la sécurité sociale. Si je peux aller plus loin, le socle social, plus que la sécurité sociale. Le travail décent, la même chose, sécurité et santé au travail. Parce que nous sommes donc dans cette situation, donc vous pouvez constater que nous sommes assez loin sur cette question-là. Le futur du travail, oui, on y pense, il faut y penser. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Vous faites donc le futur du travail, donc nous savons que le travail va être isolé, donc les travailleurs vont être assez isolés, donc ça va être international, donc ça va être difficile d'avoir des organisations de point de vue international de défendre ces travailleurs-là, et donc la place de la technologie, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc travail et société, donc il faut redéfinir la notion de travail, donc le travail et la société, est-ce que la commercialisation de travail, comme vous avez dit tout à l'heure, donc c'est des notions assez fortes, donc on invite tout le monde à y travailler, mais la même chose, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la question, est-ce que la communauté internationale est assez présente pour défendre les notions de liberté, les notions de l'égalité, homme-femme et liberté d'expression. Lorsque aujourd'hui, par exemple, on voit la situation, nous sommes en Tunisie, nous sommes très touchés par la situation en Libye. Comme je disais tout à l'heure, nous avons des travailleurs qui sont revenus de Libye, des travailleurs maintenant qui sont en Libye dans des situations assez précaires, vraiment assez précaires. La situation au Mali, la situation de beaucoup de pays en Afrique, la situation de la Syrie, la situation
au Yémen, tous ces conflits, toute cette guerre-là, donc cet extrémisme de Daesh, et ainsi de suite. Et on n'a pas vu assez, en fait, la communauté internationale dire que non, nous sommes contre le terrorisme. Et donc, et comme l'a dit dit mon camarade tout à l'heure, et donc les pays comme la Tunisie, par exemple, nous sommes assez. Donc, par exemple, si je vois, il y a un attentat, par exemple, à Sousse, un attentat terroriste. Donc, nous sommes tous en désaccord, comme nous sommes en soutien avec nos amis français lorsqu'il y a des attentats terroristes. Mais on n'a pas vu que l'Angleterre faire un appel à ses ressortissants n'allez pas passer vos vacances, par exemple, en Tunisie. Donc c'est pour nous, par exemple, vous savez qu'en Tunisie, nous avons 3 piliers de notre économie, c'est le tourisme, c'est l'agriculture et c'est le phosphate et les produits chimiques. Donc, lorsque, par exemple, nous sommes touchés dans un secteur, donc ça pèse lourd sur notre budget. Voilà, je crois que c'est excellent. Je crois qu'on doit bâtir sur l'expérience tunisienne. Je crois que c'est une expérience unique. C'est pour cela que vous avez un prix Nobel. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Donc je vous remercie. Je vous souhaite toute chance et je vous souhaite de travailler avec nous dans ce chemin qui nous tient à cœur. Et je crois qu'il nous tient à cœur à tout le monde et à tous les États membres du pays. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.